À la fin des années 90, on va soudainement voir apparaître une vague de jeux de rythme dans les salons et dans les salles d'arcade. L'un des premiers à emboîter le pas, c'est Parappa the Rapper en 96 sur PlayStation 1. Développé au Japon par la team Nana-Onsha, fondée par le compositeur Masaya Matsuura, le jeu va non seulement rencontrer un franc succès auprès du grand public en dépassant le million de ventes, mais il va aussi surtout poser les bases du genre. Une partition défile sur l'écran et le joueur doit presser les bons inputs au bon moment. À chaque fois qu'apparaît une croix, un triangle, un rond, un carré à l'écran, vous appuyez sur la touche du pad. C'est bien compris? S'ensuit une petite révolution l'année suivante, puisque chez Konami, on décide d'ouvrir une nouvelle division, Bemani, spécialisée dans les jeux de rythme. Et là, c'est parti pour les Beatmania, les DDR, les Pop & Music, et toute la collection qui va s'en suivre. Metal Gear Solid. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas Konami, c'est ceux qui sont derrière les Metal Gear, les Castlevania, les Silent Hill, Suikoden, tout ça. Gensou Suikoden from Konami. Chez Nana-Onsha, après le succès Parappa, le studio va proposer un spin-off de la série avec Hamjammer l'ami, toujours sur PS1, et une suite sur PS2. C'est en 99 qu'ils feront une nouvelle proposition avec Vibribon, un jeu où on contrôle Vibri, un petit personnage qui suit une ligne sur laquelle se dressent des obstacles générés par la musique. Vous pouvez même jouer sur vos propres CD puisque le programme était suffisamment léger pour se glisser dans la rame de la console. Chez Sega, on va découvrir Samba de Amigo, développé par la Sonic Team sur arcade puis porté sur Dreamcast, mais c'est sur cette dernière console qu'on va aussi pouvoir découvrir Space Channel 5, un jeu réalisé par Tetsuya Mizuguchi, le même gars qui fera Rez un peu plus tard. Cette fois, le jeu il tente de sortir un peu des codes du genre en se passant d'une partition classique au profit d'une suite d'instructions sonores et visuelles données par nos adversaires. Globalement, je vous conseille le petit documentaire sur l'histoire du rhythm game, produit par Pocket Chami, qui vous remettra bien dans l'ambiance de cette période. En dehors du Japon, on peut citer Frequency et Amplitude sur PlayStation 2, développé par le studio américain Harmonix, qui plus tard participera à la forte popularisation du genre en Occident avec la série des Guitar Hero, elle-même inspirée des Guitar Freaks de chez Konami. Et du côté de Nintendo, eux ils font leur premier pas assez tardivement en 2003 avec Donkey Konga sur GameCube. Le jeu est développé en collaboration avec Namco, la société derrière les Taiko no Tatsujin, une série de jeux de rythme d'abord sortis sur arcade, avec lesquels on joue du taiko, comme son nom l'indique. Sauf que dans la version de Donkey Konga, on va jouer avec des bongos, voilà, avec un contrôleur spécial pour l'occasion, et une bande-son adaptée selon la version japonaise, européenne ou américaine. Laissez tomber les manettes et choisissez plutôt les bongos de Donkey Konga au rythme de 30 de vos chansons préférées. Enfin, c'est là qu'on arrive en 2006 sur Game Boy Advance, une console qui est totalement en fin de vie après la sortie de la DS et de la Wii, mais qui ne va pas empêcher Nintendo de sortir son dernier jeu développé en interne pour la console, Rhythm Tengoku. Le jeu consiste en une compilation de mini-jeux qui ont chacun leur particularité. On reste toujours dans le même principe de call and response, le jeu nous donne des indications sonores et ou visuelles auxquelles on doit répondre. Là où la plupart des jeux de rythme emploient des indices visuels clairs, Rhythm Tengoku va tenter de mettre l'emphase sur le son et fera appel à une lecture plus dynamique et variée du jeu. En fait, c'est un peu la façon d'un Space Channel 5, mais plutôt que de demander aux joueurs de mémoriser et de répéter les mêmes mouvements que les personnages en face, on va lui demander de s'adapter à de nouvelles règles pour chacun des mini-jeux. La série des Rhythm Paradise, c'est d'abord l'opus sur GBA. On notera d'ailleurs une petite adaptation arcade en collaboration avec Sega, c'est surprenant. Une suite voit le jour en 2008 sur DS, mais cette fois avec une sortie internationale. Ensuite, c'est Beat the Beat Rhythm Paradise sur Wii en 2011, puis Megamix en 2015 sur 3DS, une sorte de petit best-of amélioré. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que Nintendo sorte un Rhythm Paradise Groove sur Switch 10 ans plus tard. Bon, au moment où je fais la vidéo, le jeu n'est pas encore sorti, donc on va seulement se concentrer sur les 4 premiers opus. À la sortie de Donkey Konga, on sait que le jeu ne faisait pas l'unanimité au sein de Nintendo. Reggie Fils-Aimé, alors vice-président en vente et marketing chez Nintendo of America, n'est vraiment pas emballé par le projet. As an executive, I hated Donkey Konga. I thought it was going to hurt the Donkey Kong brand. Personally, I didn't find it a lot of fun to play. So I pushed back hard. You know what? We launched it. The first game actually sold reasonably well, but boy, I was not a fan. Et même en dehors de Nintendo, en fait. Le producteur-compositeur Tsunku, en vogue à l'époque, n'est pas entièrement convaincu du projet non plus.
Pour donner un peu de contexte, on retrouve certaines de ses compositions dans la version japonaise de Donkey Konga. À cette occasion, Tsunku va emprunter une démo du jeu à Nintendo, il va trouver le jeu plutôt cool, mais il ressent une certaine frustration. Son rapport au jeu il est un peu différent de celui de Reggie, parce que Tsunku il vient de la scène musicale avant d'être producteur. Il écrit, il compose, il chante, d'ailleurs il débute en tant que chanteur principal du groupe de rock Sharankyu dans les années 90, avant de commencer à produire des groupes comme Morning Musume dès 97. Cette frustration qu'il ressent quand il joue à Donkey Konga, il va l'expliquer par le fait que les notes ont l'air d'être placées de manière arbitraire. Tout ça va lui donner envie d'envoyer une lettre à Nintendo pour leur faire part de son ressenti, et cette même lettre finira par atteindre les oreilles du tout jeune président de la société, Satoru Iwata. Ces deux-là vont être amenés à se rencontrer, discuter, et de là va naître leur collaboration. Voilà le tout premier mini-jeu de la série des Rhythm Paradise. Et il y a une raison pour laquelle je vous le montre, c'est qu'il y a une phrase dans les paroles qui résume tout le concept de la série. Je peux te donner le sens du rythme, voilà, la phrase se suffit à elle-même. Bon, en vrai, on va développer, et pour ça, on va les fouiller dans les coins de lecture. En gros, c'est des endroits qu'on retrouve dans toute la série, dans lesquels on a accès à des documents liés au lore des jeux, voire plus. On y retrouve des interviews, des témoignages, des journaux intimes, des cours, tout un tas de trucs qui ont l'air plutôt anodins, mais qui vont bien nous aider. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par sens du rythme ? En gros, le jeu fait la différence entre le rythme et le sens du rythme. Le rythme musical coordonne la durée des sons et des silences dans le temps, et le sens du rythme est notre manière de tenir ce rythme, de l'écouter et de le comprendre. À ça va s'ajouter un élément important, le flow. Le flow correspond plus à une vibe et à une énergie. C'est la connexion qu'on a avec le rythme, comment on va le ressentir, le vivre et l'exprimer, et le jeu attire particulièrement notre attention là-dessus. Ensuite, ce fameux sens du rythme n'est pas qu'une capacité innée, elle est surtout dépendante de facteurs extérieurs comme le contexte social, économique et l'environnement dans lequel on évolue. Ce qui veut dire que dans la grande majorité des cas, on peut totalement développer notre sens du rythme, peu importe notre âge par exemple. Et avec tout ça, maintenant on a notre concept, aider le plus large public possible à améliorer son sens du rythme. Avec cette idée en tête, Satoru Iwata va donner les clés à la plus ancienne équipe de développement de Nintendo, ceux notamment responsables à l'époque de WarioWare. WarioWare, c'est des mini-jeux qui s'enchaînent, c'est dynamique, c'est un peu perché, et surtout ça va à contre-courant de ce que sort Nintendo à l'époque. いわゆるメインタイトルとは割と離れて開発してましたんで、そういったところで結構自由にやらせてもらえて。Durant cette période, l'équipe elle bosse sur du Metroid, mais à côté de ça, ils vont travailler sur ce petit projet en douce sans en avertir leur hiérarchie. Chacun y va de sa petite idée, ça met des post-it sur un tableau, ils s'éclatent et tout. Et puis un jour, Yoshio Sakamoto, le directeur en chef, présente le truc à Nintendo, qui leur répondront « Ok, pourquoi pas ». Du côté d'Iwata, c'est cohérent et ça s'inscrit dans la nouvelle ligne directrice de la société. Faire ce que Nintendo ne peut pas faire. Concrètement, c'est prendre le pari de casser leur propre code, quitte à faire moins de ventes, dans l'objectif de créer de nouvelles choses et d'approcher un nouveau public. Et pour rappel, la division R&D1 de Nintendo porte l'héritage de Gunpei Yokoi, qui était bien connu pour faire des trucs sympas en utilisant des vieilles technologies comme pour les Game & Watch ou la Game Boy. Ici, on est clairement sur un terrain fertile pour explorer et créer de nouvelles expériences. Si on revient un peu plus tôt chez Nintendo, il y a un employé un peu touche-à-tout qui s'est amusé à créer un prototype où on pouvait jouer de la batterie sur une Game Boy Advance. Son créateur, c'est Kazuyoshi Osawa. Il a commencé chez Nintendo en travaillant sur la localisation des jeux Pokémon de seconde génération, mais il s'est vite illustré comme un concepteur et game designer plutôt doué. Il va d'ailleurs réaliser les 2 premiers opus de la série. Son prototype servira de base technique, mais tout reste à faire avec son lot d'essais, d'échecs et de réussites. À un moment, ils vont tenter de reprendre la formule du programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, sorti durant le développement, mais sans succès. C'était pas très intéressant et c'était juste pas fun. Au contraire, ils finiront par s'arrêter sur une formule à la WarioWare, plus maîtrisée. Puis sinon, l'équipe de dev, ils étaient à fond dans le truc, ils ont même pris des cours de danse directement auprès de Tsunku lui-même, et en vrai, ça les a carrément aidés à avancer sur le projet. Tiens, un petit truc comme ça, mais pourquoi la série elle s'appelle Rhythm Tengoku ?
Ça vient juste d'une erreur à un moment dans une réunion, ils se sont mal compris, et en fait ça sonnait bien, donc ils l'ont gardé, voilà. Et après des mois de recherche, ça y est, Rhythm Tengoku sort enfin au Japon. Les retours sont finalement plutôt positifs de la part de la presse et du public, et les ventes sont convenables, avec un peu moins de 300 000 exemplaires. Plus tard, l'Opus DS obtiendra un joli score, avec 3 millions de ventes, et malgré des informations incomplètes, on sait que les épisodes Wii et 3DS sont aux alentours du million de ventes. Évidemment, dans tout ça, on compte même pas le piratage, qui a bien contribué au succès de la série à l'international, à coup de R4 et de Homebrew. Pour commencer, je vous propose d'aborder la direction artistique de Rhythm Paradise. C'est plutôt minimaliste, très épuré et coloré, avec des formes simples, et tout ça c'est très majoritairement en 2D. Cet aspect-là on le doit à Ko Takeuchi, directeur artistique sur l'ensemble de la série. Il avait déjà montré sa patte sur les personnages de WarioWare, sur les décors de Wario Land 4, et même dans son premier rôle à Nintendo en tant qu'assistant directeur sur un petit jeu Hamtaro. A la base, il n'avait pas vocation à travailler dans le jeu vidéo. Mais en cherchant du travail, il est entré un peu par hasard dans le studio Warp et a travaillé sur le jeu d'horreur D2, sorti en 99 sur Dreamcast, avant de rejoindre Nintendo l'année suivante. Ko Takeuchi a étudié à l'école des arts visuels de New York dans la section Cartoon. Il tire ses inspirations d'artistes majeurs comme le regretté Akira Toriyama, artiste-auteur et character designer notamment célèbre pour Dragon Ball, son œuvre phare, mais aussi sur des jeux vidéo type Dragon Quest ou Chrono Trigger pour n'en citer que deux. Takeuchi admet aussi volontiers son respect pour Yuichi Kotabe, son mentor, artiste à la Toei avant de devenir illustrateur chez Nintendo à la fin des années 80. L'esthétique que Ko Takeuchi propose sur les Rhythm Paradise est un des marqueurs forts de la licence. Et même au-delà du choix purement créatif, il apporte certains atouts majeurs. D'un côté, ça permet de diminuer les efforts de calcul des consoles et d'obtenir un meilleur temps de réponse sur les contrôles du joueur, et de l'autre, ça permet de se concentrer davantage sur le gameplay et sur le rythme des mini-jeux, avec des visuels qui communiquent clairement et facilement leurs intentions. Ensuite, les Rhythm Paradise, c'est aussi leur palette sonore. Dans le rôle de directeur son, on retrouve Masami One, qu'on connaît déjà pour son travail sur Dr Kawashima, aussi en tant que directeur son, ainsi que sur un petit jeu vidéo musical Daigasso Band Brothers. Un jeu dans lequel on peut jouer une variété de musique en choisissant son instrument et qui propose aussi un mode dans lequel on peut créer nos propres compositions. Sur les Rhythm Paradise, il va composer de nombreuses musiques et il fera aussi des arrangements, des voix et des effets sonores. Au son, on retrouve aussi Tsunku à l'œuvre, qui a écrit et composé une bonne partie des musiques de la série. Je l'ai déjà brièvement présenté, mais pour rappel, c'est un producteur musical renommé au Japon, notamment pour la création du Hello Project, regroupant plusieurs groupes féminins majoritairement de J-pop. Ses compositions sont largement teintées de musique pop, de dance, de disco et d'eurobeat, avec de nombreuses influences occidentales. En fait, Tsunku va baigner dans la musique de la collection de son père des années 50 et 60 à la radio et la télévision. Il cite par exemple l'émission The Best Ten, un show musical très populaire diffusé à la TBS dans les années 80. Mais en vrai, s'il faut retenir un groupe dont Tsunku s'est le plus inspiré, c'est les Beatles. Il va s'inspirer de leurs sons, de leurs mélodies, de leurs accords, il va tout analyser chez eux, de leur écriture à leur technique d'enregistrement. Il s'est même fait un petit kiff en enregistrant un album de reprise à Abbey Road, un des studios iconiques du groupe. Sur Rhythm Paradise, Tsunku a posé sa signature du rock à l'électro, de son pop à des sons plus jazzy ou hip-hop, en fait on a un peu de tout. Allez, ça va être compliqué de condenser toutes les soundtracks de la série là tout de suite, mais faut souligner qu'on a de vrais morceaux vocaux dès la Game Boy Advance. Tsunku et Masami One ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir bossé sur les musiques, les SFX, tout ça. Ils ont été accompagnés par différents chanteurs, compositeurs, arrangeurs et techniciens. On n'a pas forcément beaucoup d'infos sur tout le monde, mais c'était varié entre ceux qui venaient directement de Nintendo et ceux qui venaient de TNX, un label musical fondé par Tsunku.
Pour ce qui est de la localisation des jeux, c'est plutôt de qualité, même si c'est assez mouvementé. L'Opus DS est le seul qui a eu le droit à plusieurs adaptations, notamment en français, avec les voix de Jessie Roussel et Dominique Chagnon, une adaptation qui a probablement aidé à populariser le jeu par chez nous. Ça s'est fait sur une journée d'enregistrement en studio avec toute l'équipe de Nintendo, avec cet arrangeur, Tsunk, avec mes agents là-bas. Et voilà, très simple, très agréable, très facile. Les chansons sont pas ultra difficiles, donc ça a été plutôt facile à enregistrer. Et après, on se rend pas compte que ça devient un jeu avec un bel engouement derrière. Je sais qu'il a beaucoup plu. La version Wii a eu le droit à une localisation anglaise uniquement. D'ailleurs, nous en Europe, on a la chance d'avoir le choix entre les voix originelles ou anglaises. Sur Megamix, c'est pareil, sauf qu'il y a moins de budget. Du coup, flemme, ils ont carrément viré les voix sur les nouvelles chansons. Après, quelle version on préfère, entre les voix japonaises, anglaises, françaises ou instrumentales même, ça c'est propre à chacun. Même au sein de l'équipe de développement, ils étaient partagés. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on choisisse, on finit par connaître les mélodies et les patterns par cœur. Oh, my wife will just randomly in just, normal conversation, we'll be out to dinner or something, and for whatever reason, she'll say, I suppose, and I just want to be like, I suppose, it's just, it's just like, you have to do it. Avec tout ça, on se retrouve avec des visions créatives différentes, mais qui vont s'accorder et créer une cohérence singulière. Satoru Iwata et Tsunku parlent de backstabbing. En gros, ça correspond à la confrontation des attentes des uns et des autres qui se brisent entre elles. Et en plus de ça, ils vont s'amuser à ajouter un tas d'éléments et de détails qui vont nous surprendre, peut-être même nous faire rire à travers les personnages, les situations, les animations, par exemple quand vous faites des erreurs, ou juste discrètement dans le fond. Quelques embuscades ici et là. Bref, ça fourmille de bonnes idées. À présent, je vous propose qu'on aille voir comment ça se joue un Rhythm Paradise. Au niveau des contrôles, tous les opus ont leur propre gimmick. Sur Game Boy Advance, on utilise principalement les boutons A et B, parfois la croix directionnelle. Sur DS, on a un système tactile à la verticale. C'est amusant, plutôt nouveau, et ça permet de varier les mini-jeux proposés. Certains jouant avec le principe de maintenir et relâcher la pression du stylet. D'autres jouant avec le mouvement plutôt que le toucher, etc. Sur Wii, on n'a que le bouton A ou A et B en même temps. Et sur 3DS, on a le choix entre les commandes classiques ou tactiles. Cependant, on peut perdre certaines subtilités d'un mode à un autre. Par exemple, un mini-jeu jouant à l'origine avec les boutons A, B et la croix directionnelle ne devient qu'un simple toucher du stylet. Peu importe le style de jeu, c'est la simplicité qui l'emporte, avec relativement peu de combinaisons et de touches à utiliser. Cette envie d'être plus accessible se traduit aussi à travers les interfaces et les menus. Les designs sont colorés, arrondis et faciles à lire dans un style très arcade, mais en plus ils sont directs, en mettant le moins d'obstacles entre le lancement de la console et les mini-jeux. Durant les mini-jeux, les informations affichées à l'écran restent très rudimentaires, à contrario d'un jeu de rythme classique qui nous indique nos combos, notre score avec plein de trucs partout. Ici on se contentera généralement de quelques bulles de texte et d'un petit « vous » pour indiquer votre place à l'écran. Enfin, le système de score est moins conventionnel. Pendant un mini-jeu, vous pouvez foirer autant que vous voulez, il n'y a pas de vie ou de barre d'endurance. À quelques rares exceptions, allez. C'est seulement à la fin que votre score se matérialise sous la forme de commentaires. Ça vous indique ce que vous avez plus ou moins réussi et la vibe globale. Soit vous obtenez une médaille, soit c'est plutôt ok, soit c'est insuffisant. Tous les mini-jeux ont leurs propres exigences, avec certains patterns nécessaires à réussir, à vous de montrer que vous en avez saisi les subtilités. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que c'est dur Rhythm Paradise ? De manière générale, vous avez une montée progressive au fil du jeu. Au début, les patterns sont bien lisibles et faciles à anticiper, puis les timings vont se complexifier. De plus, tous les 4 ou 5 mini-jeux, vous avez droit à un remix. C'est un petit challenge regroupant les derniers mini-jeux auxquels vous avez joué, voire plus, sur la même musique. Ça demande une bonne maîtrise de ce que vous avez appris auparavant, mais aussi une bonne capacité d'adaptation. Et
Puisque vous avez les bases maintenant, les remixes ils peuvent se lâcher un peu plus, en proposant des thèmes ou des petites difficultés supplémentaires, juste ce qu'il faut pour casser notre routine. La difficulté réside surtout dans votre compréhension du rythme, des sons et de la musique, plus que dans l'accélération du tempo ou du nombre d'inputs. Dans certains jeux, vous appuierez peut-être 12 fois sur vos touches à tout casser, alors que dans d'autres, ce sera genre 370 fois. Ouais, parce que peut-être que vous arriverez mieux à tenir le rythme consistant d'une musique, plutôt que de compter dans le silence complet. Et puis, si vous vous servez un peu trop des indices visuels à l'écran, vous inquiétez pas. Le jeu va souvent s'amuser à vous désarçonner. La série s'efforce de rester abordable pour la plupart des joueurs, ça on l'a bien compris. Mais elle se heurte inévitablement à la difficulté qui réside naturellement dans le fait d'avoir le rythme, d'autant plus que les timings sont exigeants. On navigue entre les rythmes à tenir constamment, les contretemps, la mémorisation et l'anticipation de patterns, tous les joueurs ne rencontreront pas les mêmes difficultés. Et c'est là où l'équilibrage des mini-jeux et l'ordre dans lesquels ils sont disposés restent délicats. Dans l'ensemble, ils s'en sortent pas mal, même si les mini-jeux régulièrement cités comme les plus ardus ne sont pas forcément les tout derniers. D'ailleurs, si on galère vraiment trop sur un mini-jeu, on se voit offrir la possibilité de le sauter, pour éviter de bloquer tout le reste du jeu. Au fil des opus, on va voir de nouveaux éléments qui permettent de mieux appréhender les mini-jeux, avec par exemple un indicateur de performance sur 3DS qui vous montre si vous êtes trop en avance ou en retard. De l'autre côté, on va aussi avoir de plus en plus de challenges difficiles, comme avec le pays défi, où là ça peut vraiment être chaud. Après, vous inquiétez pas, on n'a pas attendu Megamix pour trimer. Depuis le premier Rhythm Paradise, on a un truc qui s'appelle viser le parfait. Et c'est exactement ce que ça veut dire. Vous devez jouer à tous les mini-jeux à la perfection, aucune erreur n'est permise. Ce mode s'active aléatoirement, donc vous ne choisissez pas le mini-jeu, et au bout de 3 essais ratés, le parfait il disparaît. Enfin, pour terminer, je propose d'aborder les modes secondaires, en commençant par le mode multijoueur. Et on retrouve du multijoueur pour la première fois sur la version arcade de Rhythm Tengoku. Ouais, j'en ai pas beaucoup parlé puisque c'est principalement une adaptation du jeu GBA, mais il y a certains ajouts, comme le mode 2 joueurs. Dans ce mode, les mini-jeux proposent différents gameplays. Certains se jouent en split screen, et d'autres se jouent ensemble, soit en même temps, soit en alternance entre le joueur 1 et 2. À la fin de la session, on avait même le droit à un petit test de compatibilité selon le score des joueurs, ce qui était assez rigolo. Le mode de joueur ne reviendra qu'assez tard sur Wii, avec le même principe que sur arcade, et en proposant des jeux infinis en plus. Au passage, une bonne partie amusante de ce mode, c'est de pas tout à fait respecter les règles. Enfin sur Megamix, on retrouvera un mode multijoueur, mais uniquement dans le train défi, où l'on peut coopérer jusqu'à 4 joueurs pour venir à bout d'un challenge. Ça reste fun, quoique assez marginal. J'ai parlé des mini-jeux infinis en multi, mais il y en a aussi en solo, depuis le tout premier jeu. Dans ce mode, on peut retrouver un peu plus d'expérimentation et de mini-jeux originaux. Pour en citer quelques-uns, vous avez par exemple les donjons du rythme sur DS. L'objectif est d'atteindre la sortie d'un labyrinthe, mais pour se déplacer, chaque direction correspond à un demi-temps sur lequel vous devez tapoter l'écran tactile. Sur Wii, on retrouve Altruista 7, dans lequel vous devez gober un max 2. Et plus le train avance, plus la musique accélère. Petite mention spéciale à Manzai, un mini-jeu exclusif à la version japonaise, dans lequel on incarne une corneille dans un duo comique face à un vautour qui fait des jeux de mots. Ensuite, on a les jouets rythmés, avec lesquels on peut s'amuser et improviser. Il n'y a pas forcément d'objectif à accomplir, même si vous pourriez trouver quelques petits secrets. Puis enfin, ici et là, on retrouve les mini-jeux correspondant au crédit, des petits modes comme des leçons de guitare sur DS, qui reprennent le mini-jeu Rocker, mais sur d'autres chansons. En fin de compte, le contenu autour des mini-jeux principaux est plutôt varié. Il a beau être optionnel, on a de quoi s'amuser. We love the art of it, we love the vibes of it, we love the games themselves or whatever. But there is something about, like, you feel like you really get to know Rhythm Heaven. You get kind of connected to these characters. When I play a Rhythm Heaven game, it feels like I'm going home. And I know this sounds very hyperbolic, but I swear, like, that's how I feel with Rhythm Heaven. It feels like home to me. It feels like home, yeah. La vibe Rhythm Paradise, c'est tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi plein d'autres trucs en vrai. Parce qu'il y a vraiment du monde qui affectionne cette série, et c'est pas un hasard si je fais moi-même une vidéo dessus.
Déjà, leur formule est réussie, c'est prenant, c'est addictif, et puis c'est drôle, tu passes un vrai bon moment. On a tous nos mini-jeux préférés, avec aussi ceux qu'on déteste, on a des mélodies qui nous reviennent en tête, des souvenirs précis. Je sais que ce qui a marché le plus sur moi, c'est les chansons. Alors c'est peut-être bête dit comme ça, hein, mais pratiquement l'intégralité des OST de la série, c'est de l'instrumental. Donc tu t'habitues, et puis hop, surprise. Alors autant t'as des mini-jeux où le chant vient directement des personnages, autant il y en a c'est purement entre toi et le jeu, typiquement dans les remixes. Ça c'est le remix 3 sur Wii, c'est hyper joyeux, c'est cheerful, c'est trop cool. Mais des fois t'as d'autres ambiances, par exemple je me suis toujours pas remis du remix 5 sur Rhythm Tengoku. On est sur Game Boy Advance, on a une musique qui claque techniquement, et on a même l'impression qu'on nous raconte une histoire. L'idée marche trop bien. Après, ils ont remis ça à plusieurs occasions, hein, sur les mini-jeux Karate Man, et puis aussi sur d'autres mix. C'est vraiment de la musique pop cheesy hyper mélodramatique, mais ça marche trop bien, c'est tellement décalé avec les mini-jeux, les personnages, tout le reste, bah c'est marquant, c'est assumé, puis c'est quali, voilà. Sinon, quand on regarde les mini-jeux en eux-mêmes, on a plein de situations et des petits scénarios différents. Je pense que la première chose qu'on remarque, c'est à quel point l'immense majorité des mini-jeux met en scène une relation entre plusieurs personnages. Des amis, des collègues, des camarades, est-ce qu'il y a une rivalité, une compétition ? Peut-être que c'est juste une rencontre sur le fil, ou une parade amoureuse. Il y a plein de possibilités. A l'inverse, il y a aussi des mini-jeux où on pense être tout seul, mais c'est pas tout à fait vrai. Des fois on est simplement seul face à l'ennemi, d'autres fois on a nos alliés qui communiquent à distance, ou des fois c'est la musique qui nous accompagne. Par contre, si on perd un mini-jeu, là on est vraiment seul, hein. Ou bien ça se passe juste très mal avec les autres, dans tous les cas c'est pas top. Ensuite, le deuxième point, c'est quand on regarde le contexte des mini-jeux. On a des classiques, hein, genre des spectacles, des représentations, des compétitions sportives, mais vous avez vu le nombre de mini-jeux où c'est juste du travail ? C'est pas le truc le plus fun, hein, du monde pour un jeu de rythme, mais bah y en a pas mal. Il y a même des mini-jeux où tu manges, il y a des mini-jeux où tu dors, il y a tout. Pour comprendre ça, c'est pas si compliqué, ils en parlent dans le tout premier jeu. C'est bon de ressentir et de développer son sens du rythme au quotidien, en marchant, en se brossant les dents, en cuisinant, etc. Il faut bouger en étant conscient du rythme. Voilà, en fait c'est cette vision-là du rythme omniprésent dans la vie de tous les jours qu'on retrouve dans les mini-jeux. Enfin, si on s'amuse à aller voir le lore des personnages, oui parce qu'il y a un deep lore dans Rhythm Paradise, on découvre des histoires rigolotes, mignonnes, touchantes des fois, ou alors curieusement familières. Je peux pas toutes les citer, mais par exemple, dans Note de service, il y a plein de slogans caricaturaux dignes des plus grands managers de notre temps. Travaillez au pas et en rythme. Le travail vous fatigue, je vais vous renvoyer en rythme. Prenez le rythme ou la porte. Ok, super. Il paraît même qu'avoir le sens du rythme permet de grimper les échelons de l'entreprise. C'est fou ça. Des fois, on a des petites discussions entre les persos. On apprend que Ramolo, là le chat qui fait du badminton dans les airs, bah, il adore les beignets. Voilà, je trouvais que c'était très important d'en parler ici. On a aussi régulièrement des extraits de journaux intimes, où les personnages racontent leur histoire et c'est vraiment sympa à lire. Dans Journal d'un Bleu, on lit les aventures d'une jeune recrue de la Brigade des Bleus qui passe un peu du rêve à la réalité en décrivant des entraînements hyper difficiles, voire incompréhensibles. Dans Journal de bord, on découvre un pilote en galère qui a de plus en plus de mal à supporter la difficulté de ses missions. C'est extrêmement difficile de tenir la cadence dans des conditions pareilles. J'ai peur de basculer dans le chaos et d'oublier qui je suis vraiment. On s'attend pas forcément à ça, mais c'est le genre de surprise vraiment sympa à découvrir. Il y a un rapport très humain à ce monde, à ces personnages, à ces histoires. Pas étonnant qu'on puisse créer une connexion avec cet univers. On a plein de choses qui nous permettent de nous projeter dedans. En prenant un peu de recul, quand on lit les interviews de ceux qui ont bossé sur cette série, on voit qu'ils y ont mis leur cœur, ils ont pas fait les choses à moitié. On apprend d'ailleurs que pour les 2 premiers jeux de la licence, c'est bien le réalisateur Ozawa qui a écrit la grande majorité des textes. Il n'est pas spécialement bavard, hein, en témoignent ces 3 petits points partout, mais il déborde de bonnes idées, en plus d'être un vrai touche-à-tout. Du code, du design, du graphisme, de l'animation, du son. C'est lui qui va mener le bateau en se donnant corps et âme, avec une équipe et des partenaires qui lui font entièrement confiance. À ce propos, l'équipe de développement est souvent très réduite. Par exemple, il n'était que 5 sur DS à constituer le noyau dur. C'est ça qui a permis de mener au mieux le projet de base.
Chacun pouvait prendre le temps de comprendre les uns les autres et chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Les idées circulaient, c'était un dialogue constant. Et puis même en fait, ça dépassait le simple cadre de production du jeu. Des fois, lorsque le moral d'Ozawa était au plus bas, Masamione, le directeur son, lui envoyait des photos de chatons sur sa boîte pro pour tenter de lui remonter le moral. Vis-à-vis de Ko Takeuchi, le directeur artistique, Ozawa dit même qu'il se serait senti perdu s'il n'avait pas été là, professionnellement et spirituellement. C'est pas anodin ça. Du coup, je suis allé fouiller un peu pour en savoir plus. Dans une interview en 2003, avant même la naissance de Rhythm Paradise, Ko Takeuchi souhaitait davantage de jeux simples, qui rendent un peu plus heureux en un rien de temps. Plus loin, il nous raconte ses expériences marquantes, à passer de longues soirées sur ce fameux jeu Hamtaro, ses bons souvenirs sur WarioWare, mais aussi son petit coup de cœur pour la série des Mother. 糸井さんが書く文章とか、あとそういうストーリー性がとても良くて、あとキャラクターもすごく可愛いんですね。そういう世界観とかはすごく僕影響を受けました。ああいう小さい世界なのに広がりを感じるし、やってて泣きそうになるっていうのも。On y découvre aussi que pour lui, la chose la plus importante dans la création, c'est la gentillesse. Créer quelque chose en équipe est très difficile. C'est important d'exprimer ses idées, mais aussi d'être attentif aux autres. Si chacun s'efforce de créer une ambiance où l'on se respecte mutuellement, l'industrie du jeu ne pourra qu'en sortir plus vivante. On sent une tendresse et une vraie considération pour ses collègues. D'ailleurs, dans cette même interview, il est interrogé sur sa relation avec Hirofumi Matsuoka. Matsuoka est un vétéran de la division R&D1 de Nintendo. Ce dernier travaillait déjà sur le tout premier Metroid sur NES. Il a réalisé Wario Land 4 et WarioWare qui furent ses dernières contributions au sein de la firme. Même s'il a quitté Nintendo juste avant Rhythm Paradise, c'est indéniable qu'il y a laissé sa marque. Dans une interview précédant celle de Ko Takeuchi, Matsuoka évoque WarioWare avec enthousiasme. C'est sans doute le projet que j'ai développé le plus librement et avec le plus de plaisir. On est allé manger du steak juste pour prendre des photos pour un mini-jeu, on a photographié les toilettes du bureau depuis un escabeau pendant un jour férié, on s'est vraiment amusé et je crois que cela se ressent dans le résultat. J'ai pu noter quelques points communs entre Takeuchi et Matsuoka, notamment sur leur rapport au quotidien. Le premier s'inspire des personnes réelles pour inventer ses personnages, et le second tire souvent ses idées de la vie ordinaire et de ses loisirs. J'aime prendre ces petits gestes du quotidien, les trucs que tout le monde fait sans y penser, et les présenter de manière propre et amusante, juste à la limite du bon goût. Et puis, sur un second point, ils se rejoignent sur un même artiste pour sa manière de vivre, ses mots et ses œuvres, Taro Okamoto. Taro Okamoto est un artiste japonais majeur de l'avant-garde au XXe siècle. Il exerce de nombreuses activités, peintre, sculpteur, muraliste, photographe, écrivain, essayiste, etc. Sa carrière artistique commence dans les années 30, lorsqu'il vient vivre à Paris. Une période formatrice et décisive pour lui puisqu'il va fréquenter les milieux artistiques parisiens, entre les arts abstraits et les surréalistes, mais il va aussi fréquenter les milieux intellectuels en s'intéressant à la philosophie et à la sociologie. En 1940, son séjour en France est écourté par la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il sera mobilisé en Chine de 42 à 46. Autant dire qu'il n'a pas été très fan de cette expérience, surtout quand il est rentré chez lui après quelques mois passés dans un camp de prisonniers et qu'il a découvert que tout avait été détruit. À cette période, le Japon doit désormais se reconstruire. Et c'est là qu'il va commencer à produire des œuvres, des écrits dans lesquels il est en contradiction avec les normes esthétiques et les normes sociales contemporaines. La Tour du Soleil, par exemple, constitue l'une des œuvres majeures de sa carrière, réalisée à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka en 1970, dans le but d'illustrer le thème de cette expo, progrès et harmonie pour l'humanité. もう学問も道徳も美学もあらゆる基準が欧米のモダニズムにペコペコ頭を下げている。万博も進歩主義一辺倒冷たい機械の競争場になってしちゃうんじゃないかと、そんな感じがしたんで、だからこそ僕はそのど真ん中にドカーンと全くそれとは正反対なものをあっというようなものをつけたわけですよ。Pour Taro Okamoto, l'art ne doit pas être consensuel, il doit être vivant, spontané, libérateur. Il doit laisser exprimer ses contradictions. Harmony is a collision. It's when opposites collide and reveal their possibilities. Et surtout, l'art ne doit pas être réservé à une élite. Il doit être social, accessible et participer au quotidien de tous. Qu'il soit pur, expérimental ou autre, peu importe, l'art doit faire partie de l'environnement quotidien et y contribuer matériellement d'une manière ou d'une autre. 足が呪いとか手先が不器用だとか声が悪いっていうようなことで自分を
低く評価しないで、これが悪きゃなお素晴らしい。平気でもって自分を開いていくっていう、そういういつでも新鮮な気持ちを持っていると、朝起きて空が青い、ああ空青いと平気で思えるわけ。瞬間瞬間に生まれて初めてのような感動を持つという。Là, on a déjà pas mal d'éléments pour comprendre ce qui a mené Rhythm Paradise à ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Mais j'ai encore quelques profils intéressants à explorer. Par exemple, il y a une personne dont je n'ai pas encore vraiment parlé, c'est Yoshio Sakamoto. Comme Matsuoka, il fait partie des vétérans de Nintendo chez R&D1. Il est particulièrement reconnu pour avoir réalisé Super Metroid en 1994, mais il a aussi bossé sur les WarioWare et les Rhythm Paradise. Cette ambivalence, à pouvoir autant jouer sur un ton sérieux et plutôt horrifique que sur le ton de la comédie, c'est sa marque de fabrique. Pour lui, le mécanisme reste le même, peu importe les sensations recherchées. Il le formule à sa façon selon 4 principes: le mood, le timing, le foreshadowing et le contraste. Une petite recette qu'il s'est imaginée et qui lui permet de créer une réaction forte auprès du public. ゲーム作りっていうものはもともと送り手と受け手のキャッチボールによって成り立っているんで。Yoshio Sakamoto est aussi du genre à vouloir créer quelque chose qui dure et qui reste amusant même si on y joue bien plus tard. Et là-dessus je veux bien le croire, sachant qu'il est souvent impliqué dans mes jeux de cœur, en toute objectivité bien sûr. Pour finir, on pourrait parler de Yoichi Kotabe, le mentor de Kota Keiuchi, avec qui il a notamment travaillé sur WarioWare. Décidément encore WarioWare. Rappelons que Kotabe Yoichi est un des plus grands animateurs que le Japon connaisse, et qu'il a travaillé sur le design des personnages et des jeux de Nintendo pendant 22 ans. Il a d'abord commencé à travailler au studio de la Toei dans les années 60, dans la branche du cinéma d'animation. L'artiste a travaillé sur de nombreux longs métrages, mais au fil des années, la position du studio a évolué, avec des productions à plus petit budget, plus courts mais souvent plus rentables. Pour les artistes, la limitation des coûts s'est ressentie sur leurs conditions de travail, mais aussi sur leurs ambitions qui deviennent inatteignables. 労働組合を作ってですね、団結して会社に当たるというのは何も労働条件とかそういう自分たちの生活改善とかそういうことだけじゃなくて、やっぱり作り手ですから私たちはどういう作品を作るべきかということについてですね、意見を持っていて、でそれをやっぱり反映させたいというね、ことがあったわけなんですよ。Donc en 71, il quitte la Toei et part travailler pour d'autres studios. C'est à la moitié des années 80, en pleine période de fatigue et de frustration, qu'on lui propose de travailler chez Nintendo. Un peu réticent au début, il va finalement capter le potentiel des jeux vidéo en pleine expansion. Plutôt que de création, j'évoquerai surtout l'envie de créer quelque chose d'attrayant, qui d'emblée attire et suscite l'intérêt. Ce qui m'intéresse dans l'animation, c'est ce travail de malaxation, le fait de mettre la main à la pâte tous ensemble. Je ne ressentais plus ce mouvement dans la production animée des années 80 et je l'ai retrouvé dans le jeu vidéo. En découvrant ces artistes et toutes ces trajectoires différentes mais un peu semblables, je me dis que Rhythm Paradise s'inscrit dans un courant similaire et hérité de tous ces artistes. Déjà, le développement de ces jeux avec une équipe extrêmement réduite et dont les rôles sont floutés par l'intervention des uns et des autres à tous les niveaux, c'était hors norme chez Nintendo à la fin des années 2000. Ça, on le doit à Satoru Iwata, qui avait donné son autorisation à ce que la production se poursuive ainsi. Au final, on s'est retrouvé avec le Rhythm Paradise qu'on connaît aujourd'hui, et dans lequel on ressent l'empreinte de ses développeurs. Ce sont des jeux qui se situent en dehors de l'occidentalisation, du conformisme et des normes qui s'imposent dans l'industrie du jeu vidéo à cette période. Ils se retrouvent typiquement dans la lignée des premiers jeux de rythme. Ce sont aussi des jeux qui se sont focalisés sur l'accessibilité en allant chercher une audience variée, en dehors des joueurs habituels. Casser ce genre d'habitude a même permis de rendre l'expérience abordable pour les non-voyants, puisque le gameplay fonctionne davantage sur des signaux sonores plutôt que visuels. Rhythm Paradise, c'est aussi cette envie de remettre du rythme, du mouvement organique et du jeu dans la banalité, dans la vie quotidienne. Et puis sur la forme, on retrouve le backstabbing dont j'avais parlé tout à l'heure, avec la confrontation des attentes des différents artistes qui ont travaillé sur les jeux. Rhythm Paradise, comme WarioWare, c'est l'esprit libre des frontières classiques de Nintendo, en donnant une place à des jeux qu'on aurait plutôt vus dans des sphères indépendantes. Pourtant, le projet est bien né ici, dans une entreprise historique et majeure du jeu vidéo, en lien avec Tsunku, l'un des plus gros producteurs de l'industrie musicale japonaise de l'époque. C'est absolument fascinant. Satoru Iwata le disait lui-même, ces jeux sont nés d'une série de rencontres peu ordinaires.
2015 est une année importante pour la série puisqu'elle marque la sortie de son dernier opus pour une longue période, mais elle marque également le décès de Satoru Iwata un mois plus tard, ainsi que la disparition de la voix de Tsunku des suites d'un cancer du larynx. Pour le coup, voir un nouveau jeu arriver sur Switch, c'est vraiment une bonne surprise. Les Rhythm Paradise ont eu une influence mesurable aux nombreuses créations dérivées et aux artistes qu'ils sont su inspirer. Avec des reprises, on n'oubliera probablement pas de sitôt la chanson du fan club, mais aussi de nombreuses parodies, des remixes originaux, des collaborations, du contenu original, et même de nouveaux jeux se revendiquant de son héritage. Rien qu'en France, on peut retrouver des projets de fan-dub, autant que l'on peut retrouver des orchestrations de certains mini-jeux en live proposés par Pixelophonia. Ensemble, je serais comblé, c'est certain. Aujourd'hui, je ne peux que vous conseiller de jouer ou de rejouer à tous ces jeux parce que ils sont trop bien, voilà.